Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode de Philosophie Storia. Sur cette chaîne, nous allons essentiellement parler de philosophie, et plus précisément d'histoire de la philosophie. Nous passerons ainsi en revue et linéairement l'histoire de la pensée occidentale, de la période hellénique au XXe siècle, de Thalès à Sartre. Longue entreprise en perspective. Je vous proposerai chaque semaine un nouvel épisode, et vous propose de commencer tout de suite en abordant les penseurs que l'on dit présocratiques, et cela en 2 épisodes. Ce premier épisode ira de Thalès à Héraclite, et le second de Xénophane de Colophon jusqu'à Socrate. Notre histoire commence en pays ionien au VIe siècle avant Jésus-Christ. D'abord à Milet, puis en Sicile, après que Milet fut soumise par les Perses en 494 avant notre ère. Enfin, à la suite des guerres médiques, c'est Athènes qui deviendra le centre névralgique intellectuel de la Grèce. Les premiers philosophes sont donc des émigrés ioniens venant entre autres de Milet, et c'est eux qui propagèrent la philosophie en Grande Grèce. Les philosophes milésiens sont des interrogateurs de la nature. Ils partent de l'idée qu'en toute chose existe un principe originaire, un principe premier, fondateur et homogène, que l'on appelle arché en grec ancien, et qui se situe au fond de la diversité des choses. C'est le principe de la formation de toutes les choses, un petit peu comme nos atomes. Thalès de Milet, dont l'existence se situe entre 640 et 546 avant notre ère, serait donc le premier philosophe de notre histoire. Ce dernier n'a laissé aucun écrit. Il fut suivi d'Anaximandre et d'Anaximène. Tous trois se posaient la question suivante. De quelle matière les choses sont-elles faites? Pour Thalès, c'était l'eau. Pour lui, tout est constitué d'eau et est animé par l'eau. Parce que l'arché, c'est-à-dire le principe premier, fondateur et formateur, est animé par lui-même. Thalès fut mathématicien, nous connaissons tous le théorème de Thalès, ainsi qu'astronome. Il avait en effet prévu l'éclipse de 585 par exemple. Passons à Anaximandre. Existant de 611 à 546, pour lui, l'arché, c'est l'infini, ou apeiron en grec. Et enfin, pour Anaximène, existant de 585 à 525, l'arché est l'air. Malgré tout, il faut cependant rester sceptique quant à voir l'arché comme étant le premier problème que se posaient les Ioniens. Car, en réalité, c'est bien Aristote dans sa physique qui officialisera la question de la nature de la matière. Les véritables problèmes que posèrent Thalès, Anaximandre et Anaximène furent essentiellement d'ordre technique et scientifique. Anaximandre, par exemple, passe pour être l'inventeur du gnomon, un appareil permettant de mesurer la hauteur du Soleil et de connaître les solstices et les équinoxes. Il aurait également dessiné la première carte géographique et découvert l'obliquité du zodiaque. Mais ce sont avant tout les déterminations des phénomènes astronomiques et météorologiques qui agitèrent les pensées des premiers philosophes. L'on peut ainsi dire qu'ils furent mieux scientifiques que philosophes, en tout cas au sens où nous l'entendons aujourd'hui. En effet, le ciel grec est un ciel méditerranéen, entouré par la mer, l'on y voit l'horizon et le ciel y est dégagé. Aussi est-il naturel que l'étude de ce dernier fût le premier objet de leurs investigations. Ils s'interrogèrent sur le fonctionnement des éclipses, des éclairs, des vents, de la pluie, etc., sans y voir derrière l'action d'une quelconque divinité. Ils s'intéressèrent également à la forme de la Terre ainsi qu'aux origines de la vie terrestre. D'après les historiens de la philosophie, les Milésiens auraient acquis des connaissances provenant directement des civilisations mésopotamiennes et égyptiennes, déjà très en avance sur ces questions-là. En effet, les Babyloniens, par exemple, observaient le ciel bien avant les Grecs. Mais ce qui caractérise proprement la naissance de la philosophie, c'est surtout son émancipation des mythes fondateurs. En effet, les premiers philosophes occidentaux n'admettaient aucun arrière-plan mystérieux. Ils avaient un grand désir de comprendre les phénomènes dans ce qu'ils étaient vraiment. La philosophie devient alors une sorte de science que l'on pourrait légèrement rapidement opposer au mythe. C'est donc la naissance de la rationalité qui caractérise les balbutiements de la pensée occidentale. Plus aucune image fantastique des mythes ne doit expliquer les choses. Sans faire intervenir Zeus, Anaximandre enseignait que les orages sont produits par le vent qui, déchirant les nuages, les rompait par sa violence.
Ils tentèrent également de s'extirper des anciennes cosmogonies, en énonçant l'idée que la création des astres, et notamment de la Terre, se firent de la même manière que se forme un orage. Comme nous l'avons énoncé précédemment, Thalès voyait dans l'eau la source de toute chose, mais Anaximandre, lui, voyait l'infini, comme nous disions l'apeiron. L'infini serait pour lui une chose qualitativement indéterminée, d'où naissent les choses déterminées, comme le feu ou l'eau. Cette théorie rappelle quelque peu le mythe hésiodique du chaos. En effet, Hésiode voyait dans le chaos l'élément primordial. De même, l'idée de l'eau chez Thalès rappelle une ancienne cosmogonie mythique. Ainsi serait-il rapide de dire que la physique des présocratiques s'émancipe totalement des mythes fondateurs des civilisations antiques. Nous allons citer quelques exemples des connaissances de nos protagonistes. Il semble que l'infini d'Anaximandre est l'illimité en grandeur, ce qui est sans bornes, par opposition au monde qui est contenu dans les bornes du ciel. Quoi qu'il en soit, l'on peut reconnaître que ces inspirations sont formidablement bien menées, pour si peu de moyens compte tenu de nos connaissances scientifiques actuelles en physique et en astrophysique. Anaximandre admet l'existence simultanée d'une infinité de mondes qui naissent et périssent dans un cycle de régénération au sein de l'infini éternel et sans vieillesse. Quant à Anaximène, en prenant l'air comme principe, c'est-à-dire comme principe fondateur, ce dernier ne s'écarte pas d'Anaximandre, car le mot air, en réalité, ne fait que préciser la nature de l'infini. C'est un air infini et sans limite d'où naissent toutes les choses. Leur représentation de la Terre, en tout cas pour Thalès et Anaximène, est faite d'un disque plat que Thalès fait flotter sur l'eau et qu'Anaximène fait flotter dans les airs. Pour Anaximandre, il s'agit d'une colonne cylindrique. Et si cette colonne est en équilibre, c'est dû au fait qu'elle serait à égale distance des confins de l'univers. Pour lui, le soleil fait le tour de l'horizon et la nuit n'intervient que parce qu'il se cache derrière de hautes montagnes. Cependant, à cette sagesse ionienne s'opposent des efforts pour donner un regain de faveur aux anciennes cosmogonies mythiques. Onomacrite d'Athènes fit une compilation de récits fantastiques, dans une sorte de syncrétisme décadent fait d'oracles. Il ne s'agit plus d'introduire un ordre, mais de frapper l'imaginaire populaire. Cette période perdurera au moins jusqu'à Platon. On y voit le ciel et la terre s'unir pour engendrer Océan et Thétis, d'où naît le couple Chronos et Rhea, ce qui produit Zeus, etc. Les théologiens prennent la nuit ou le chaos pour le principe fondamental de toute chose. Ces pastiches de cosmogonie prendront réellement fin un petit peu après Aristote. C'est Eudème, le disciple d'Aristote, qui nous montre la grossièreté d'imagination des théologiens de son époque dans ses théogonies. Il y explique également le parcours des âmes après leur mort, qui ne sont pas sans rappeler le livre des morts égyptien. Ainsi, l'on peut considérer que l'influence de la civilisation égyptienne fut encore assez présente dans l'imagination des penseurs grecs de l'Antiquité. Après la destruction de Milet en 494, avec l'école milésienne disparaît momentanément la physique ionienne. De nouvelles écoles apparaissent, et notamment celle de Pythagore et de Xénophon. L'un est né à Samos, l'autre à Colophon. Ce sont eux qui, dans les colonies grecques d'Italie, notamment en Sicile, importent un mouvement d'idées lié au nombre et à l'éléatisme, qui domineront tout le développement ultérieur des idées. Rappelons que l'éléatisme est l'une des nombreuses écoles de cette époque, l'école d'Élée, et accueille, entre autres, et pas des moindres, Parménide et Zénon, Zénon d'Élée. Le pythagorisme n'est pas seulement un mouvement intellectuel, c'est aussi un mouvement religieux, moral et politique. L'histoire du pythagorisme est composée de deux périodes très distinctes, dont la première a duré depuis la fondation de l'école à Crotone, en Italie du Sud, jusqu'à la mort de Platon, en 350, et la seconde, le néo-pythagorisme, a débuté au 1er siècle de notre ère. Pythagore fonde donc une organisation religieuse à la manière de l'association orphique. Elle est une association ascétique et ésotérique, ayant pour but d'initier à des secrets, comme par exemple la doctrine de la transmigration des âmes,
c'est-à-dire de la réincarnation, somme toute. Ils avaient interdiction de manger de la viande, parfois en l'unité de tous les vivants, toujours dans l'idée de la transmigration. En effet, pourquoi manger un être qui aurait été réincarné? C'était une secte, au même titre que les sectes orphiques, avec leur lot de rituels et de mythes fantastiques. À ceci près qu'il enseignait la physique milésienne et avait le culte des nombres. Selon lui, les nombres créent l'ordre du monde. Ils ordonnent la matière, les choses deviennent des copies des nombres, et leur essence formelle serait leur configuration mathématique. Les pythagoriciens soutenaient que l'air, c'est-à-dire l'illimité, appelé aussi obscurité, nuit ou vapeur, produit les choses de la multiplicité, la pluralité des mondes, et ceux-là sont rangés en ordre géométrique. Pythagore passe pour avoir cité cette célèbre doctrine, je cite, toutes les choses sont des nombres, fin de citation, dont l'un, le chiffre 1 ou l'un avec un U majuscule, se tient au-dessus de toutes les choses, car il est l'origine. Il admet une certaine relation entre les nombres et les formes géométriques. Chaque nombre serait pour lui un groupe contenant autant de points qu'il a d'unités, et ces points étant rangés selon un ordre géométrique, d'où l'idée de nombre triangulaire, un peu comme sur les dominos. Le 3, par exemple, serait fait de 3 points disposés en triangle. Mais à cette rationalité s'oppose un symbolisme tout à fait primitif, car il attribuait en effet un symbole à chaque nombre. Le 7, par exemple, serait l'occasion, le 4 serait la justice, le 3 serait le mariage, etc., etc. Tout ceci semble s'être constitué arbitrairement. Comme pour Thalès, on lui doit cependant plusieurs découvertes arithmétiques, comme le fameux théorème de Pythagore. Ce théorème permit d'ailleurs de découvrir ce que l'on appelle aujourd'hui en mathématiques les nombres irrationnels. Héraclite d'Éphèse, dit l'Obscur, est l'un des premiers penseurs dont nous possédons des fragments de textes plus ou moins longs. Héraclite vécut entre 535 et 475 avant notre ère, et son œuvre, intitulée De l'univers, est écrite en prose, et est la première où nous pouvons véritablement y voir une véritable philosophie. Physique, théologie et politique, voilà donc les 3 disciplines sur lesquelles Héraclite écrivit. La cosmologie d'Héraclite est d'origine milésienne. Encore eux. L'on y retrouve l'explication des astres comme étant des feux brillants dont la lueur viendrait d'une évaporation sèche émanée de la Terre. L'explication des nuages et des vents viendrait des vapeurs nées de la mer, ce qui est là déjà une jolie intuition. La pensée d'Héraclite se développe sur 4 thèmes distincts dont l'unité n'est pas facile à saisir. Commençons par le premier thème. Il s'agit de la guerre, ou polémos en grec. La guerre serait le père de toute chose. En effet, la naissance et la conservation des êtres sont dues à un conflit de contraires qui s'opposent et se maintiennent l'un l'autre. Aussi, il s'accorde avec Homère qui disait de la discorde que si la discorde s'éteignait entre les dieux et les hommes, ce serait demander la destruction de l'univers. Pourquoi? Parce que c'est un conflit fécond, et en même temps une harmonie, au sens d'un ajustement des forces agissant en opposition. Ainsi s'accordent le jour avec la nuit, l'hiver avec l'été, la vie avec la mort. C'est l'excès d'un contraire qui corrompt. Il ne faut pas, par exemple, plus d'amour que de haine. Il ne faut pas plus de haine que d'amour. Il faut que les deux soient proportionnellement équitables. Mais l'on peut se poser la question suivante. Quel principe permet cette harmonie? Héraclite répond que c'est la dike, c'est-à-dire la justice, et la justice est un gage de paix et d'harmonie. Le deuxième thème héraclitéen est l'unité de toutes les choses. C'est l'unité de la substance primordiale. Cette substance, c'est le feu. Dans le feu peuvent s'échanger toutes choses, comme toute marchandise s'échange contre de l'or. Tout naît et progresse selon que le feu s'allume ou s'éteint avec mesure. Il est une force active. Il est toujours vivant, nous dit-il.
Le troisième thème, également le plus fameux et populaire, est celui de l'écoulement. Tu ne peux pas descendre deux fois dans le même fleuve, nous dit-il, car de nouvelles eaux coulent toujours sur toi. Fin de la citation. En effet, l'être est inséparable de ce continuel mouvement. Le temps déplace les choses, la vie cède à la mort, la veille au sommeil. Le quatrième thème, enfin, est une sorte de vision ironique des contrastes, un renversement qui nous révèle dans les choses l'opposé de ce que nous y voyions d'abord. Pour les porcs, la fange vaut plus que l'eau limpide, et pour les ânes, la paille est supérieure à l'or. L'homme le plus sage vis-à-vis de Dieu n'est qu'un singe. L'eau de la mer est la plus pure et la plus impure, salutaire aux poissons, funeste aux hommes. Mais tous ces thèmes sont parents entre eux. Les opposés ne peuvent se maintenir que grâce à l'unité qui les enveloppe et les limite l'un par l'autre. C'est dans la discorde et le changement mesuré, réglé, que se trouve l'un avec une majuscule et le permanent. Pour lui, la sagesse consiste à découvrir la formule générale, le logos de ce changement. Héraclite fuit la religion populaire et les cultes mystérieux comme par exemple le culte orphique ou dionysiaque. Il n'a pour cela que du mépris. Voilà, c'est la fin du premier épisode sur les présocratiques. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour évoquer les présocratiques de Xénophane, de Colophon jusqu'à Socrate. Merci, à la semaine prochaine.